Le putsch des généraux et l'agitation de l'OAS mirent définitivement fin à la pacification. Je fus le premier de la compagnie, bien que cela puisse paraître étonnant, à être informé de cet événement. Comme à l'accoutumée, je travaillais aux messes. Levé dès 5h30, je préparais le petit déjeuner des cadres, tout en écoutant la radio en langue française. J'allumai le poste et entendis une marche militaire. Ce qui ne me surprit guère par la diffusion d'une musique de ce genre était fréquente, bien qu'à une heure aussi matinale, cela pût paraître étrange. Je commençai à faire chauffer le café, l'appareil posé près de moi. Dès la fin de la marche parachutiste, le commentateur annonça dans un communiqué qu'Alger était contrôlé par l'armée et plusieurs régiments sous les ordres des généraux. Ils appelaient les autres troupes à se joindre à eux. Dès la fin de ces mots retentit une marche légionnaire. J'étais déconcerté, car je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me doutais seulement que c'était quelque chose de grave. Alternativement communiqués et marches militaires se succédaient sans interruption. J'écoutais attentivement tous les messages, mais je comprenais si peu le français que je demeurais dans l'incertitude. À 6h, le capitaine pénétra dans le mess pour prendre son petit déjeuner, et aussitôt je lui annonçai, il parlait arabe, qu'il se passait quelque chose de grave à Alger. Ce qui m'attira comme réponse: « Que veux-tu qu'il s'y passe? Tu as mal compris, c'est tout. » Il y avait un autre poste à la salle à manger. Il l'alluma, et tout en écoutant les communiqués, il s'écria: « En effet, il se passe quelque chose d'anormal à Alger, à moins que ce soit un canular. » Il tenta de capter les ondes de la métropole afin de se renseigner, mais celle-ci ne parlait pas des événements d'Alger et diffusait normalement leur programme. La matinée s'écoulant, la nouvelle se propagea dans la caserne, et tous ceux qui parlaient français collaient l'oreille contre un transistor. Un climat de panique et d'inquiétude régnait dans la caserne, et en particulier aux messes. Les gradés commentaient l'événement avec prudence à cause du manque de détails et de leur incertitude, surtout depuis qu'un communiqué avait annoncé le numéro de notre régiment, l'incluant dans le putsch. Personne ne comprenait. Un calme apparent régnait, aucun ordre ne nous parvenant pour confirmer ou démentir notre soutien au putsch. Mais la panique devenait totale. Je restai toute la matinée au contact des gradés qui se montraient visiblement favorables au putsch. Ils ne le disaient pas explicitement, mais cela transparaissait dans leurs commentaires, et on saisissait leur désir profond que cela soit vrai. Nous étions abandonnés à nous-mêmes, sans ordre précis. Malgré les tentatives téléphoniques du capitaine pour se renseigner, nul ne pouvait confirmer ou l'infirmer en ce qui concerne l'événement. En fin de matinée, nous reçûmes enfin un message émanant du chef de corps, diffusé dans des bataillons, qui le transmettaient à leurs compagnies respectives. C'était un message de confiance du chef de corps, confirmant le putsch et invitant les commandants de compagnie à ne pas s'inquiéter. Il précisait aussi que s'ils prenaient une décision quelconque, ils ne le feraient pas sans leur avoir demandé leur avis. Dès la réception du message, le capitaine réunit les cadres et leur révéla le contenu de la nouvelle. Satisfaits dans leur majorité que le putsch ait eu lieu, ils attendaient patiemment la décision du chef de corps. Ma situation de barman me permettait d'entendre toutes les conversations. Les cadres entraient aux messes par groupe de 3 ou 4 et s'interrogeaient. « Tu crois que le colonel s'engagerait aux côtés des généraux ? Mais bien sûr, tu le connais bien, le vieux. Il est à 100% pour l'Algérie française. » L'un d'eux leur coupa la parole, surtout s'il s'agit d'un vieux tirailleur, de plus algérien. Il est certainement dans le coup. Un va-et-vient s'instaura dans le mess. Dès qu'un groupe sortait, un autre entrait,
et les conversations reprenaient sur le même thème. « Sommes-nous, oui ou non, dans le coup ?» L'un d'eux interrogea. « Crois-tu que le régiment marcherait ? Tu sais, avec ces grosses têtes, on ne peut prévoir. Ils jouent leurs étoiles. » « Tu penses ? Le vieux a son bâton de maréchal. Alors que risque-t-il ? » répliquèrent d'autres. Celui que l'on appelait familièrement le vieux occupait à ce moment-là l'esprit de chacun, et le regard de tout le régiment était rivé sur lui, dont dépendait toute décision. Il laissa planer le doute pendant plus de 48 heures, puis prit sa valise et disparut mystérieusement, sans que nul doute, excepté peut-être son proche entourage, sache où il était allé. Les uns pensaient à Alger pour une négociation avec les généraux et le ralliement à leur cause, d'autres à Paris pour réaffirmer sa fidélité au chef de l'État. Enfin, 3 jours plus tard, il revint et confirma, devant les cadres rassemblés dans la grande salle du foyer, son soutien au président de la République. À leur retour aux messes, ceux de la compagnie furent amèrement déçus, excepté quelques gradés français, satisfaits de cette sage décision. Quant aux autres, qui 2 jours auparavant commentaient élogieusement sa conduite, ils se montrèrent beaucoup plus péjoratifs. « Tu as vu, ce fumier a retourné sa veste. Je l'avais bien dit, ces cons jouent leurs étoiles et se foutent du reste. » Dès son retour, pour ne pas laisser le régiment inactif, il multiplia les opérations. Nous fûmes sur le terrain jour et nuit, loin de toute agitation, privés d'informations, jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. À notre retour, nous apprîmes l'échec du putsch. La plupart le regrettaient et pensaient que s'il n'avait pas été commandé par des traîtres, tout aurait réussi. Ils avaient cependant la satisfaction de savoir que l'OAS, plus que jamais, était décidé à poursuivre la lutte. Quant à la population villageoise, désemparée et inquiète, elle craignait la réussite du putsch et l'établissement d'une dictature militaire qui aurait conduit à l'extermination d'une centaine de milliers de personnes. En fait, nous n'eûmes jamais affaire à l'OAS. Les cadres la soutenaient normalement et moralement. Les faits, par leur propagande dirigée contre l'OAS, ne firent qu'accroître la haine et la peur. Parfois, j'interrogeais les civils pendant les opérations au sujet de l'OAS. Ils me répondaient que c'étaient des monstres qui n'épargnaient personne, des mercenaires violents et sans dessein précis. Cette agitation ne fit que précipiter la tragédie finale. Faire de l'Algérie une terre brûlée, cette promesse, ils l'ont tenue au-delà de leur espérance. J'aimais l'Algérie naturellement, comme on aime sa terre natale. La terre où l'on a grandi et rêvé de réaliser ses projets. Ces paysages la rendaient attachante. L'étranger qui la découvre pour la première fois ressent comme un choc devant le charme du pays. Ce charme qui n'existe nulle part ailleurs. La terre a modelé les habitants, gens simples et heureux de vivre. Tout cela construisait une image de bonheur. Le visage de ce merveilleux pays. La guerre et la méchanceté des hommes l'ont défiguré, et le rêve est devenu cauchemar. La beauté sauvage des montagnes, où l'on respirait un air si pur, fut remplacée par la laideur sinistre d'un paysage incendié, jonché de cadavres, à l'air devenu irrespirable. Derrière chaque rocher, sur chaque mètre carré de terre, stagnait l'odeur de la mort et les traces de sang. Les villages et les douars subissaient un sort comparable. Quant aux grandes villes, superficiellement intactes, l'OAS y avait achevé
la tâche entreprise par l'armée. Ainsi, d'une terre d'accueil et de rêve, on avait fait une terre brûlée. Durant plusieurs mois, le peuple algérien demeura accroché à une corde suspendue au-dessus d'un volcan, accroché à la corde de l'espoir. Et si quelqu'un lâchait prise, il était aussitôt réduit en cendres. Hélas, nombreux furent ceux qui lâchèrent prise avant la fin de l'éruption.